dépassait les valeurs sur les métabolites chloridazone. Et donc, on dit aux élus, bon, vous devez informer votre population. Première chose, vous devez informer que l'eau est devenue non conforme. C'est votre devoir, c'est votre responsabilité. Et néanmoins, on introduit dans ce courrier des valeurs de gestion provisoire qui sortent de nulle part. C'est des valeurs pour pouvoir continuer à consommer l'eau. Malgré les dépassements ? Malgré les dépassements. Et ça s'appelle des valeurs de gestion provisoire. Tout à fait. On a découvert ce terme dans ce type de courrier. Souvenez-vous, lorsque la norme de 0,1 microgramme est dépassée et que la valeur sanitaire maximale d'un métabolite n'est pas déterminée, il est recommandé d'interdire la consommation de l'eau. Mais dans le cas du chloridazone d'esphényl, le principe de précaution n'est plus strictement appliqué. L'ARS des Hauts-de-France a tout bonnement défini une nouvelle limite, la valeur de gestion provisoire. Elle est arrêtée à 44,4 microgrammes par litre, largement au-dessus des dépassements constatés lors des contrôles, permettant ainsi de pouvoir continuer à boire l'eau. On a la moitié des forages et des réseaux qui sont contaminés. Vous imaginez que si à un moment on applique stricto sensus la réglementation, on a à peu près la moitié de la population qui n'a plus d'eau potable. C'est du jamais vu. Donc je pense que la situation est grave et qu'elle est aujourd'hui mal gérée. On la gère entre guillemets avec la politique un peu de l'autruche. Moi je suis totalement persuadé qu'effectivement ces valeurs elles ont été introduites pour pouvoir continuer à consommer l'eau et pouvoir entre guillemets gérer la crise. C'est décidé. En mars dernier, il porte l'affaire au tribunal. Le militant écologiste est déterminé. Il veut obtenir des restrictions de l'usage de l'eau, au moins pour les personnes les plus fragiles. Bon, je suis venu avec mon gros dossier. Mon gros dossier de l'eau potable. La stratégie de son avocate est claire. La justice doit prononcer l'illégalité de cette valeur de gestion provisoire. Un peu déroutante parce qu'elle ne correspond pas, j'ai envie de dire... J'ai un petit souci quand même avec cette notion de valeur de gestion provisoire, puisqu'on ne la retrouve pas dans les textes. On est d'accord, on l'a retrouvée nulle part. On la retrouve nulle part, on la retrouve pas dans les règlements, on la retrouve pas dans les décrets, pas dans la loi, pas dans le code de la santé publique. Donc j'aimerais savoir effectivement ce que la préfecture entend par cette valeur de gestion provisoire. Donc pour moi, la problématique, elle est là, puisque derrière tout ça, faut pas perdre de vue que c'est vous, c'est moi, voilà, qui consommons exactement. Est-ce qu'on joue d'une certaine façon avec la santé des gens ? Très honnêtement, si j'étais habitante de l'Oise, je ne consommerais pas l'eau. Très clairement. Non. Parce qu'effectivement, lorsqu'il y a un doute, on doit appliquer le principe de précaution. Au revoir, à la prochaine. Merci. L'audience aura lieu quelques semaines plus tard. Entre-temps, nous essayons d'en savoir plus sur cette valeur de gestion provisoire. Sur quelle base scientifique a-t-elle été définie ? Est-elle suffisamment protectrice de la santé des populations ? Nous aurions aimé poser ces questions à la préfecture de l'Oise, qui a signé les courriers autorisant le maintien de la consommation de l'eau. Il n'y aura pas d'interview. Comment expliquer ce refus d'interview ? Je ne commande pas cette décision. Et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, que pense-t-elle de cette valeur de gestion provisoire, elle qui n'a pas pu déterminer le seuil de dangerosité des métabolites de chloridazone, la fameuse Vmax. Vous êtes là. Bonjour. L'ANSES a accepté de nous répondre par visioconférence, mais sans visio. En ligne, le numéro 2 de l'agence. Mais est-ce que vous diriez, comme l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, qu'il n'y a aucun risque à boire cette eau qui contient des métabolites de chloridazone, pourvu qu'on reste en dessous des 44,4 microgrammes par litre? Est-ce que vous diriez qu'il n'y a aucun risque pour les consommateurs en buvant cette eau? Ce n'est pas la question qui a été posée à l'ANSES. L'expertise de l'ANSES, c'était... Non, mais c'est la question que je vous pose là. Mais oui, mais j'entends. Mais moi, je veux dire, je n'ai pas de
travail d'expertise mené par l'agence autour de ça. L'ANSES refuse de commenter le choix de l'ARS Hauts-de-France. Et pour cause. Les données scientifiques sur le chloridazone d'esphényl sont limitées. Il existe des incertitudes sur les risques pour la santé. Mais à la faveur d'une construction administrative aux contours flous, une large partie de la population est pourtant exposée au chloridazone d'esphényl. Notre base de données révèle en effet une pollution d'une ampleur tout simplement inouïe. C'est toute la région des Hauts-de-France avec ses 5 départements qui est impactée. D'après nos calculs, en 2021, le chloridazone d'esphényl est au moins une fois au-dessus de la limite de qualité dans 133 réseaux d'alimentation en eau potable dans l'Oise, 160 dans l'Aisne. Au total, au moins 49% des réseaux de la région sont touchés. Selon ce document de l'ARS que nous nous sommes procurés, au 31 décembre 2021, près de 4 millions d'habitants étaient concernés par cette pollution, 66% de la population de la région. On y apprend que là encore, les autorités semblent dépassées par la situation. Une restriction de l'eau mettrait de nombreux secteurs de la région dans l'impasse, à court, voire moyen terme, car aucune solution curative n'est disponible dans l'immédiat. Cela obligerait un grand nombre de collectivités à distribuer de l'eau en bouteille. Elles devraient mettre en place des investissements techniques pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'euros, sans que l'efficacité de ces mesures ne soit assurée puisque ces métabolites sont parfois difficiles à abattre. Ces coûts seraient difficilement supportables pour les petites et moyennes collectivités et donc pour leurs administrés. Des chiffres qui dépassent souvent la norme et qui pourraient être sous-estimés. Car on a découvert que les analyses d'eau ne recherchent pas systématiquement les pesticides et les métabolites. Selon la réglementation, moins il y a d'habitants et d'eau fournie, moins il y a de tests. Alors nous avons décidé de faire nos propres prélèvements dans 5 communes des Hauts-de-France qui n'ont pas été testées en 2021. Nous avons travaillé avec un laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux. On fait des prélèvements chez les habitants pour savoir exactement ce qu'il y a dans l'eau du robinet. Vous accepteriez qu'on vienne? Bon bah c'est gentil, alors on vous suit. Merci beaucoup. On la boit sans problème, quoi. Ici, elle est fraîche, elle est... Et on a fait 0 contrôle pesticides, vous avez vu? C'est écrit ici. Oui, quand tu viens de contrôler, ils ne contrôlent pas tout, en fin de compte. C'est ce qu'on peut comprendre. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Oh, l'eau du robinet, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, réellement. C'est parti, on prélève. Et de 2. Pour chaque prélèvement, nous avons suivi scrupuleusement le protocole qui nous a été indiqué. Maintenant que vous êtes venu me voir, c'est vrai qu'on va se poser la question, quoi. Est-ce que vraiment il n'y a pas de risque? On va les envoyer pour analyse et puis on va essayer de savoir si oui ou non on retrouve des pesticides dans ces échantillons. Merci beaucoup encore. « 15 jours plus tard, nous avons reçu les résultats de nos prélèvements. Sur 5 communes testées, 3 ont des analyses normales. 2, en revanche, révèlent la présence de métabolites de pesticides en dépassement. On peut rentrer? Et comme prévu, nous revoilà. Vous allez bien? Bonjour madame. Dans la commune de Duisel, nous retrouvons Charlotte, la jeune mère de famille, avec sa belle-mère, la mère du village. Je donne à qui? À vous, madame la maire? Oui, je veux bien. Donc, pesticides. Oh. Ce qui vraiment vous intéresse, c'est donc ici. Là, on trouve du diméthachlore CGA.
à 0,130 microgrammes par litre. Et on retrouve aussi des traces de chloridazone méthyldesphényle. Comment vous réagissez à ces résultats ? Effectivement, moi c'est choquant par rapport à l'analyse que je reçois, enfin au résultat de l'analyse que je reçois, puisqu'on me dit que l'eau est conforme. Vous, elle ne l'est pas. Et puis je ne comprends pas pourquoi ce genre d'analyse ne soit pas effectuée régulièrement et dans le détail. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures ? En fait, les analyses sur le paramètre pesticide, elles sont en fonction du nombre d'habitants et du débit de la source. Donc s'il n'y a pas beaucoup d'habitants et un débit de source qui est faible, il n'y a pas beaucoup d'analyses. Donc nous, la ruralité, c'est pas grave, quoi. Même si on peut avoir des problèmes à la suite de la présence de pesticides, quelle importance ? On est peu nombreux. C'est ça, en gros. C'est la réaction que ça vous inspire ? Oui, enfin attendez, voilà, effectivement, on a un petit débit, c'est une petite commune, mais pour autant, enfin, tout ce qui concerne la santé, elle a son importance pour tout le monde. C'est complètement anormal, quoi, c'est injuste, c'est révoltant même. En tout cas, si de prochaines analyses confirment la présence de métabolites dans l'eau, il faudra peut-être la dépolluer. Ce sera compliqué et coûteux. À Amiens, Didier Mallet, le militant écologiste, attend la position du tribunal sur la valeur de gestion provisoire, celle qui permet de ne pas interdire la consommation d'eau, malgré des taux trop élevés de chloridazone desphényl. Bonjour Anne-Sophie, comment allez-vous ? Ça va ? Pour le juge, aucun texte ne l'interdit. C'est validé juridiquement. Mais qu'en est-il d'un point de vue scientifique ? Comment expliquer que pour le chloridazone desphényl, cette limite soit fixée à 44,4 microgrammes par litre dans les Hauts-de-France, contre 3 microgrammes par litre dans le Grand Est ? Certaines régions seraient donc beaucoup plus protectrices que d'autres. À la fin de l'audience, nous interrogeons l'ARS des Hauts-de-France qui, jusque-là, n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Une question, pourquoi l'ARS ne... Si vous souhaitez une interview, monsieur. Je souhaiterais juste poser une question. Mais pas ici. Vous avez la certitude qu'il n'y a aucun risque pour la santé humaine en laissant cette eau à la consommation ? Non, là, j'ai pas eu la réponse. Excusez-moi de vous reposer une question, mais je ne crois pas avoir compris votre réponse. Vous avez à l'ARS la certitude qu'il n'y a aucun risque pour la santé humaine ? J'ai déjà répondu à votre question, monsieur. Non, j'ai pas eu de réponse. Et là, je vous pose la question, est-ce que vous pouvez simplement nous répondre ? La caméra est là, c'est une vraie question qui concerne les populations. Je crois qu'il y a plusieurs millions de personnes qui sont concernées. Est-ce que l'ARS a la certitude qu'il n'y a aucun risque pour les populations en la laissant consommer cette eau ? Quelle est votre position ? Comme ça a été évoqué tout à l'heure, on a développé une méthodologie d'analyse des risques pour permettre de gérer la situation transitoirement dans l'attente d'une position nationale qui est maintenant assez proche. À ce stade, effectivement, on ne peut pas indiquer un risque pour la santé. Et vous pouvez l'affirmer avec certitude, à 100%? C'est ce qu'on indique pour l'instant, monsieur. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, en fonction de l'ensemble des données qui nous sont mises à disposition par les autorités scientifiques, par les autorités sanitaires. On mettra en place ce que ces données-là nous permettront de faire dès lors qu'elles seront stabilisées. On va arrêter là. D'accord, très bien. Pour mettre fin à ce grand désordre, la Direction générale de la santé a demandé l'avis du Haut Conseil de la santé publique, un comité d'experts. L'un de ses membres, Yves Lévy, est le seul à avoir accepté une interview. Ce comité a estimé que la méthode retenue pour fixer le seuil du chloridazone desphényl à 44,4 microgrammes par litre ne reposait pas sur une démarche scientifique suffisamment rigoureuse. Il préconise plutôt de suivre l'Allemagne, plus avancée sur le sujet. Elle fixe, au grand maximum, la limite à 3 microgrammes par litre. La stratégie scientifique qui est en train de se mettre en place au niveau européen et qui est déjà utilisée en Allemagne et sur laquelle je pense que ça serait bien que l'ensemble des pays européens se calquent,
Elle est basée sur un travail scientifique qui a été mené il y a pas mal d'années, qui consiste à avoir pris plein de molécules, d'avoir calculé toute leur toxicologie et d'avoir cherché quelle était la valeur minimale qui permettait de protéger les gens quand on ne connaissait rien. Et donc, d'appliquer cette méthode qui aboutira à des valeurs de 0,1, de 1 ou de 3. C'est clair, 0,1, 1 ou 3. C'est pas 10, 12, 44, c'est 0,1, 1 ou 3. Et donc les gestionnaires de l'eau, c'est-à-dire les responsables des communes, devront faire en sorte que l'eau soit conforme à ces valeurs. Si l'eau n'est pas conforme, en attendant, ils devront donc distribuer de l'eau potable aux populations. Finalement, à l'issue de notre tournage, une nouvelle instruction est publiée pour tenter de fixer un cadre clair et guider les autorités sanitaires en cas de dépassement. Le 15 juin dernier, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, propose de suivre l'avis du Haut Conseil de la Santé publique. Dorénavant, dès que la limite de 3 microgrammes par litre est dépassée, la consommation de l'eau du robinet peut être interdite. Mais même ces nouvelles recommandations ne semblent pas toujours appliquées. Nous sommes retournés à Merlieu et Fouquerolles, ce village de l'Aisne, champion de France en 2021 du dépassement en chloridazone d'esphényl. Depuis la publication de la nouvelle instruction, des analyses ont été réalisées. Donc le 13 juillet dernier, on a mesuré le chloridazone d'esphényl à 8,34 microgrammes par litre et aussi à 8,62 microgrammes par litre. Ça veut dire que c'est clairement au-dessus du nouveau seuil de 3 microgrammes par litre. Donc normalement, l'eau devrait être interdite à la consommation. À première vue, on pourrait le penser. Certaines poubelles du village débordent de bouteilles en plastique. L'eau est interdite dorénavant à Merlieu et Fouquerolles ? Non, pour l'instant, apparemment, elle était encore potable. Il n'y a pas d'interdiction. Ça vous surprend pas, alors que la substance en question, elle soit au-dessus du nouveau seuil qui a été fixé, malgré tout, elle reste ça nous fait consommable par la population et pas interdite ? Nous, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, c'est bizarre quand même. Mais nous, par précaution, on consomme de l'eau bouteille. Ouais. Ceux que je croise, les trois quarts, ils sont tout le monde. J'ai pas notion qu'il y en a un qui me dit, je reconsomme de l'eau du robinet. Ça, c'est sûr. Donc c'est en fait que la population aujourd'hui a une inquiétude quand même par rapport à, bien sûr, au taux qui est encore élevé. Malgré qu'il baisse, mais encore trop élevé, quoi. Seul le préfet est compétent pour décider l'interdiction de consommer l'eau du robinet. En attendant, la mairie gère la crise comme elle peut. Quelques mois après, nous revoilà. Nous retrouvons la conseillère municipale chargée du dossier de l'eau. Elle-même est un peu perdue. On a déconseillé aux habitants de la boire avec le journal que l'on édite tous les trimestres, plus ou moins. Et en attendant les analyses supplémentaires qui ont été demandées par la préfecture et l'ARS tous les 15 jours pendant 3 mois. Mais pour vérifier quoi finalement ? Si le taux baisse, si le taux de chloridazone d'esphényl baisse durant ces 3 mois. Parce qu'on ne sait pas comment il s'en va de l'eau. On ne sait pas trop. Merlieu et Fouquerolles est loin d'être un cas isolé. D'après les propres calculs des autorités, 13 535 habitants des Hauts-de-France boivent toujours, peut-être sans le savoir, une eau au-dessus de la limite de 3 microgrammes par litre. Le département de l'Aisne est le plus impacté, comme l'indique ce document rédigé par l'Agence régionale de santé. 39 communes concernées. Toutes font actuellement l'objet de nouvelles analyses pour confirmer les dépassements déjà constatés. Pour le préfet, il est urgent d'attendre les résultats de cet énième contrôle. Donc en fait, vous recommencez des analyses et des études. Oui, pourquoi ? Parce que l'ARS est aperçu, en commençant à rechercher les métabolites de la chloridazone dès 2021, qu'il y avait une assez forte variabilité des données. Ça procède surtout, semble-t-il, d'une forte marge d'incertitude dans l'analyse faite par le laboratoire.
Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment encore le temps des études et de l'analyse lorsque, en effet, des situations de dépassement sont caractérisées depuis plus d'1 an? À Merliot et Fouquerolles, par exemple, il y a eu 9 analyses au moins réalisées depuis 1 an et demi. Pourquoi ne pas avoir pris immédiatement des décisions d'interdiction de consommer l'eau du robinet? Parce que le dépassement même de la valeur de 3 microgrammes par litre ne signifie pas un danger sanitaire immédiat pour la population. On ne va pas non plus prendre des décisions avec des effets très conséquents sur la population qui ne seraient pas justifiés sanitairement. Pour vous, il n'y a pas de risque avéré sur la santé des populations? Pas immédiat, pas instantané. En l'absence de danger immédiat, et ça on en est certain, il n'y a pas de précipitation à avoir pour prendre des mesures de restriction de l'eau qui vont avoir des impacts très, très importants sur la vie courante de la population. Ça veut dire ne plus consommer l'eau du robinet pour la boisson et pour la préparation des aliments. Ça n'est pas neutre. Alors, grâce à ce système de contrôle resserré, l'espoir sur lequel vous vous fondez, c'est de diminuer le nombre de personnes qui va être impactées par une éventuelle interdiction de consommer l'eau. Alors, dites-nous, à combien de personnes maximum vous estimez c'est pas acceptable d'interdire la consommation? Évidemment, oui, je souhaite que le moins de personnes possible soient impactées par une restriction des usages de l'eau qui sera quand même pénalisante. Ça sera compliqué à gérer, mais nous le ferons. Certaines communes pourraient donc être bientôt privées d'eau potable. Elles devront dépolluer, des chantiers à plusieurs centaines de milliers d'euros et des factures d'eau qui ne manqueront pas de s'alourdir. Tout au long de cette enquête, nous avons tenté d'interviewer la Direction générale de la santé sur ces questions. Mais nos demandes répétées ont été refusées. Et voilà pour cette enquête de Sébastien Lafargue et Karim Manette. Et finalement, au bout du suspense, vous êtes là, monsieur Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Quelle histoire quand même pour vous interviewer. Écoutez, merci pour votre invitation et bravo pour ce reportage que je trouve très informatif, très clair. Pour que les gens se rendent compte, on a mis à l'écran là les 23 demandes d'interview de notre journaliste Sébastien Lafargue là, depuis le mois de mars-avril, des coups de téléphone, des SMS, des mails à votre secrétariat et même un appel sur les réseaux sociaux et pour finir par vous convaincre. Non, regardez, je suis avec vous. D'abord, vous savez que vos téléspectateurs le savent aussi, on a eu quand même un printemps et un été assez chargés quand même avec les vagues de Covid, l'arrivée du virus monkeypox et un certain nombre d'autres grandes difficultés cet été avec les canicules, les incendies. Et puis on vous a répondu à plusieurs reprises par écrit, mais c'est encore mieux de pouvoir répondre directement face à vous et c'est un plaisir. On a le sentiment quand on voit notre enquête qu'il y a un peu de cafouillage parfois de la part des autorités. Est-ce que vous le reconnaissez ou non? Alors non, moi je trouve que votre enquête, elle montre plusieurs choses très importantes. Premièrement, l'eau, c'est notre bien le plus précieux et sa qualité est extrêmement contrôlée. Deuxièmement, et c'est quand même important aussi pour rassurer les Français, une immense majorité des Français a accès et boit de l'eau potable, et moi je bois de l'eau du robinet aussi, de qualité, et donc ça c'est aussi un sujet... On a pu vérifier, vous avez une petite gourde d'eau du robinet. J'ai une petite gourde, exactement. Et évidemment, je bois de l'eau du robinet. C'est ce qu'il vous l'a donné juste avant, ou vous le faites au quotidien? Non, je le fais au quotidien, je vous rassure. Et surtout, un troisième point que vous avez parfaitement démontré, l'ensemble des données, et elles sont extrêmement nombreuses, est accessible puisque vous avez constitué votre propre base de données avec les données municipales et les données régionales. Et ça mais quand on met bout à bout toutes ces données, c'est assez effrayant, justement. Alors, c'est surtout très riche. Ça peut paraître effrayant. C'est surtout très riche et très informatif. 33 000 points de captage sur le territoire national, c'est considérable. Plus de 300 000 analyses et donc 17 millions de paramètres d'analyse disponibles chaque année et en plus en open data. Donc, et justement, quand on met bout à bout tous ces paramètres, c'est ce qu'ont fait nos collègues de France Info, on le voit à l'écran, on se rend compte que 8 959 communes, soit environ 1 sur 4, sont concernées par des dépassements en résidus de pesticides. C'est un chiffre qui recoupe celui de nos collègues du Monde qui ont également publié une grosse enquête cette semaine, voilà, où on se rend compte qu'environ 20% de la population serait concernée par des dépassements en métabolites de pesticides dans l'eau potable, et même vos propres chiffres que l'on a trouvés dans des documents internes de la Direction générale de la santé ne sont pas plus rassurants. Vous écrivez, enfin vos services écrivent que près de 10 millions d'habitants pourraient être privés d'eau potable si jamais on appliquait strictement le principe de précaution. Alors on est vraiment dans une démarche d'acquisition de connaissances. On choisit ces métabolites, ces pesticides, ces paramètres. Ils sont extrêmement nombreux à chaque analyse. On voyait d'ailleurs que vous aviez plusieurs pages de documents à chaque fois. C'est considérable d'avoir toutes ces informations. On a de plus en plus de métabolites
qui sont des métabolites dits pertinents qu'on doit rechercher. Et on se trouve pas un peu dépassé justement par toutes ces nouvelles molécules que l'on découvre. Je trouve qu'on est en train d'acquérir beaucoup de connaissances et de livrer l'ensemble de ces connaissances à l'expertise. Vous avez parlé notamment du Haut Conseil de santé publique, vous avez parlé de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES. Et plus on aura ces éléments d'exposition, plus on acquérera des connaissances sur les éventuels impacts, plus on pourra agir. Et vous avez vu qu'en plus, on agit vite. La question, c'est que fait-on en attendant? Est-ce qu'il faudrait appliquer strictement le principe de précaution? Je vous propose de réécouter cette interview de cet employé de l'ARS de Bourgogne qui nous explique ceci. Comme on ne sait pas, par précaution, on a pris des restrictions d'usage par rapport à la distribution de cette eau. On pourrait nous reprocher plus tard, si on ne le faisait pas, effectivement, d'avoir laissé consommer de l'eau qui peut-être présente un risque sanitaire, ou peut-être pas. C'est de la bonne gestion de santé publique, vous diriez? Oui. C'est notre rôle de l'ARS. On prend la solution la plus sécuritaire. Elle a raison, il faudrait couper l'eau dès qu'on est au-dessus de 0,1 microgramme par litre. On a cette valeur de 0,1 qui est une valeur limite de qualité, qui est une valeur européenne, les 0,1 microgrammes par litre. Vous avez parfaitement démontré cette petite ligne rouge sur votre verre. Et dès qu'on les dépasse? Dès qu'on les dépasse, ça veut dire qu'il faut agir. C'est pas un sujet de sanitaire, c'est pas un sujet toxicologique, c'est pas un sujet de risque pour la santé, mais c'est un premier niveau de signal qui est de dire il faut mettre en place des mesures, il faut se poser la question de l'exposition, d'où vient cette pollution, de contrôler de façon plus renforcée le point de captage, de mettre en place des mesures préventives, de mettre en place des mesures correctives. Et couper l'eau éventuellement, comme pas ça l'a fait en Bourgogne? Parce que tout dépend évidemment du contexte, tout dépend du métabolite concerné, mais surtout, et vous l'avez bien démontré, il y a des métabolites ou des résidus de métabolites pour lesquels on n'a pas une autre valeur qui est bien supérieure, et qui est la valeur sanitaire. Mais là, comment se fait-il qu'en fonction des régions, on n'agit pas de la même manière, avec un même métabolite? Typiquement, là, c'est le terbuméthon des éthyles dont il s'agit. On a regardé les données, vos données du ministère de la Santé, et on a vu que dans plusieurs communes de l'Aude, par exemple, on était à des niveaux bien supérieurs à ce que l'on trouve en Bourgogne, et pourtant, l'ARS Occitanie dit, pas de problème, vous pouvez continuer à boire de l'eau. Alors, d'abord, ce que vous décrivez très bien, c'est quand même, la transparence, parce qu'on voit bien que les élus affichent les résultats et vous montrez aussi qu'on peut récupérer... Transparence et un peu incohérence quand on n'agit pas de la même manière suivant les régions, pour le même métabolite. Alors, il y a déjà, vous l'avez bien noté aussi, des expositions à différents pesticides et des expositions à différents métabolites qui ne sont pas les mêmes selon les régions. Et ça, c'est lié aux usages. Donc c'est logique, c'est-à-dire que les produits utilisés ne sont pas les mêmes dans les régions. Ça, c'est important de le rappeler. Là, en l'occurrence, il s'agit du même métabolite en Occitanie et en Bourgogne, et on n'agit pas de la même manière. Alors, là encore, vous avez noté, c'est une gestion territoriale, donc il faudra regarder quel est le plan de gestion de chaque point de captage et quelles sont les interactions entre le maire et le préfet. Mais c'est une gestion territoriale et c'est un cadre réglementaire harmoniser européen. tout ça. Vous, en tant que directeur général de la santé, vous dites quoi concernant le terbuméthon des éthyles? Qui a raison? Est-ce que c'est l'ARS de Bourgogne qui dit il faut couper l'eau, ou l'ARS de l'Occitanie qui dit oui, on peut s'arranger, vous pouvez continuer à boire de l'eau? Non, mais très clairement, il y a une instruction nationale et les agences régionales de santé, elles sont en lien étroit avec mes équipes et elles échangent très régulièrement. Et donc, il y a vraiment elles n'interprètent pas de la même manière vos instructions, visiblement. Non, mais c'est pas une question d'interprétation, c'est une question vraiment de connaissance locale. Et quand vous avez cité d'ailleurs les différences régionales, les normes sont les mêmes au niveau national. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Je me permets de vous reposer une question parce que je ne comprends pas bien la réponse. Est-ce que vous, en tant que DGS, directeur général de la santé, vous comprenez qu'on applique votre instruction, le principe de précaution dans une région, la Bourgogne, et vraisemblablement pas en Occitanie? Je crois très sincèrement, pour échanger très régulièrement avec les directeurs généraux d'ARS, que tout le monde est attentif à ce sujet. Donc, pour un même métabolite, pour un même dépassement, on prend deux mesures différentes. Il faudra demander spécifiquement au maire, au préfet et à l'ARS qu'est-ce qui s'est passé dans le hameau que vous citez et que je ne connais pas. Mais logiquement, il n'y a pas de différence d'interprétation et il y a une réglementation nationale et des normes nationales qui sont en train de se mettre en place. Si vous étiez directeur de l'ARS d'Occitanie, vous couperiez l'eau ou pas? Eh bien, il faut lui demander. Vous, si je vous demande à vous. Comme je ne suis pas directeur de l'Occitanie et que je n'ai pas le dossier, je vais vous répondre. Mais vraiment, je pense que les choses sont claires et personne n'est en train de jouer une région versus une autre. Nous, on est vraiment dans une logique d'acquisition de connaissances, de transparence et de gestion au cas par cas des situations. Alors, on l'a vu, il y a des divergences territoriales, il y a parfois aussi des divergences dans le temps. Et on voulait savoir, qu'est-ce qui s'est passé entre le Jérôme Salomon qui, en décembre 2020, préconisait de restreindre les usages de l'eau dès que le dépassement de la limite de qualité était confirmé. Et un an plus tard, le même Jérôme Salomon qui nous dit tout l'inverse, une restriction des usages de l'eau pourrait être prononcée sur le seul principe de précaution pour plusieurs millions d'habitants, posant de graves difficultés d'alimentation en eau potable en France, sans que cela soit justifié sur le plan sanitaire.
Eh ben, c'est un progrès. En fait, là, vous le présentez de façon étrange, mais c'est un progrès. Pourquoi ? Vous vous êtes rendu compte que ça allait être un peu compliqué de faire toutes ces restrictions que vous préconisiez. Non, on a avancé. Je vous explique pourquoi. En décembre 2020, on a mis en place cette instruction qui d'ailleurs a été attendue, puisque je vous rappelle que la précédente était de 2010, donc on ne change pas toutes les 5 minutes. Et donc, on met en place cette phrase que je signe toujours. On doit agir sur l'eau dès qu'on a une non-conformité, donc dès que la limite de qualité est dépassée. Et ce que je dis en décembre 2021, quand je saisis le Haut Conseil de santé publique, c'est aidez-nous à mettre en place des valeurs sanitaires. Pourquoi ? Parce que, justement, ce que vous avez bien décrit, tant qu'on n'a pas cette valeur sanitaire, on est dans une espèce d'entre-deux. Du coup, c'est quoi le critère ? C'est un critère sanitaire qui prévaut ou c'est plutôt le critère il ne faut pas que ce soit trop compliqué qu'on coupe l'eau à des millions et millions de personnes. Non, c'est vrai que c'est compliqué de couper l'eau à des gens. Vous savez combien l'eau est un bien précieux. On a l'impression que le critère logistique est devenu aujourd'hui primordial. C'est un critère évidemment. C'est l'impression que ça donne quand on lit vos documents. Non. C'est une décision lourde de couper l'eau. On voit bien d'ailleurs quand vous dans votre reportage, se retrouver sans eau au robinet, c'est devenu très compliqué pour les habitants. Mais ce n'est pas la question. La question pour moi, elle est de saisir les experts du Haut Conseil, et l'ANSES travaille aussi beaucoup, pour nous aider à définir des valeurs sanitaires. Parce qu'à partir du moment où on aura des valeurs sanitaires, on aura justement cet écart que vous avez décrit avec votre verre d'eau, entre la première limite, qui est une limite d'action, de tiens, il se passe quelque chose, il faut qu'on regarde, il faut qu'on agisse, il faut qu'on réduise, et la limite sanitaire qui est de dire là, il y a un problème pour la santé, et donc ça évite les difficultés qu'on a en disant mais est-ce que le niveau qu'on observe, qui d'ailleurs peut être variable, doit faire ou pas restreindre l'usage de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui habitent dans les régions concernées, je rappelle les chiffres hallucinants, on est à 4 millions de personnes pour la seule région des Hauts-de-France qui boivent une eau avec plus de 0,1 microgramme par litre de chlorhydrazone d'esphényl. Est-ce que vous pouvez leur dire ce soir, il n'y a pas de souci, vous pouvez boire votre eau du robinet, vous n'aurez jamais aucun problème? Alors ça, on peut dire jamais en médecine n'existe pas. Mais quand on dit, quand on est au-dessus de 0,1, c'est qu'il y a un problème de qualité. Ce n'est pas un sujet pour la sécurité. Ça, ils l'ont bien compris. Maintenant, quand on est au-dessus du 3 valeurs sanitaires, on a potentiellement un risque pour la santé. Et c'est clair, et c'est dit, et c'est écrit. Donc, et pourtant, on a toujours accès à l'eau potable dans certaines communes. De façon informée, avec les autorités qui sont mobilisées. Donc, à Merle et Fouquerolles, qu'on soit clair, si vous étiez maintenant préfet de l'Aisne, vous coupez l'eau dans ce village ou pas? Il faut demander 1 au maire, 2 au préfet et 3 à l'ARS. Et 4 au directeur général de la santé. Non, mais parce que justement, chacun a son rôle. Mais je crois vraiment... Mais vous préconisez quoi? Mais je ne préconise pas. Nous, on fait des instructions nationales. Donc, on ne va pas aller derrière chaque préfet ou derrière chaque ARS. Ils ont parfaitement compris. On se parle très régulièrement. Après, il y a des décisions locales qui dépendent des contraintes locales. Donc, ce qu'il a très bien expliqué d'ailleurs, c'est la variabilité des résultats. Ça, c'est un vrai sujet. Ce sujet est émergent. Les techniques de dosage sont compliquées. On peut vérifier... Là, en l'occurrence, ça fait plus d'1 an qu'on est bien au-delà des 3 microgrammes par litre. Donc, décision locale, plan de gestion territoriale avec l'accord de l'ARS, et ils vont probablement fortement évoluer. On voit bien d'ailleurs qu'ils ont changé de... Est-ce que vous, si on vous disait que l'eau qui est dans votre petite gourde à côté de vous venait de Merlieu et Fouquerolles, est-ce que vous la boiriez? Mais très très honnêtement, c'est pas un poison. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi qu'on soit attentif à ça. Il ne faut pas qu'on fasse peur aux gens. Il peut y avoir une présence d'un pesticide au-dessus d'un dosage. C'est l'exposition chronique, c'est ça qui est gênant. L'exposition chronique. On ne sait pas très bien d'ailleurs quel est l'impact d'une exposition aux pesticides de longue durée. Ça dépend de la dose, ça dépend de la personne, ça dépend de beaucoup de choses. Des interactions notamment. On a interrogé là-dessus Xavier Coumoul, vous le connaissez sans doute. Il est professeur en toxicologie, c'est une référence. Il a participé à l'expertise de l'INSERM sur l'effet des pesticides sur la santé. Voilà. Et on l'écoute. Le danger, il est probable, quel que soit le type de métabolite, parce que ce sont des molécules qui sont étrangères à l'organisme. Le risque, il est difficile à évaluer. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous parlez de plusieurs métabolites. Donc, on peut être exposé à des cocktails de molécules. Et de ce fait, l'effet cocktail, lui, il est très, très peu caractérisé en termes de risque sanitaire. C'est ça le problème, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail, l'exposition à plein de métabolites. C'est tout ce que, d'abord, votre expert est très clair, mais tout ce que vous avez décrit, c'est-à-dire, est-ce que de boire un verre pose problème? Probablement pas. Ensuite, il y a l'exposition chronique, il y a votre âge, il y a votre pathologie, il y a est-ce que vous ne prenez qu'un seul pesticide, plusieurs pesticides ou d'autres molécules d'ailleurs qui participent. Tout ça est en cours d'acquisition de connaissances. C'est un domaine totalement nouveau, la toxicologie. Il y a vraiment on a un effort de transparence, un effort de pédagogie, mais il faut aussi savoir dire qu'on ne sait pas. Et donc, objectivement, quel sera l'impact sanitaire d'une exposition chronique aux pesticides sur une telle ou telle population? Objectivement, il faut être capable de dire qu'on ne sait pas parce qu'on a besoin de temps
pour comprendre le mécanisme d'action 1 des métabolites. C'est hyper inquiétant quand on vous écoute dire on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas en médecine. Vous savez, je crois qu'on maîtrise à peu près 1% de Et quand on ne sait pas, il ne faudrait pas appliquer strictement le principe de précaution. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a objectivement une politique générale, et vous l'avez noté, qui ne dépend pas que du ministère de la Santé, de prise de conscience au niveau européen, de réglementation européenne. Il y a une logique aussi de réduction des expositions. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est juste la manifestation, la preuve qu'on a fait n'importe quoi pendant 30 ans en balançant des molécules chimiques de synthèse un peu partout et on en paye aujourd'hui les conséquences? Je ne sais pas si je me poserai en arbitre de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait. Je crois qu'il y a des usages multiples de produits chimiques dans l'ensemble de l'activité humaine. La seule chose, c'est qu'il faut, être conscient de ce qu'on utilise, les molécules, quelles sont-elles et à quoi servent-elles et est-ce qu'elles ont un impact sur la santé. Donc on est vraiment dans une logique de prévention, d'information du public et de réduction d'exposition. C'est une réduction des risques. Vous l'avez peut-être entendu, cette semaine, il y a une tribune qui a été signée par 82 associations. Nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas. Ce sont des organisations qui demandent l'interdiction des pesticides de synthèse et l'interdiction immédiate de tous les pesticides de synthèse dans les aires d'alimentation de captage en eau potable. Est-ce que ça peut être une bonne idée? Alors déjà, je me félicite de ce genre de tribune parce qu'on a une excellente interaction avec l'ensemble des associations de protection de l'environnement, parce qu'on est vraiment dans une approche, maintenant les Anglais disent One Health, nous on dit une seule santé globale, de protection générale de l'environnement, de l'activité humaine. Donc vous, Jérôme Salomon, vous êtes pour la sortie totale des pesticides de synthèse? Pour les échanges avec les associations. Non, pour les échanges avec les associations, c'est la démocratie sanitaire et c'est très bien. Ensuite, sur ces principes d'interdiction ou de réduction, on est tous mobilisés sur ce principe-là, à la fois de réduction d'usage quand c'est pas nécessaire, et surtout, et ils insistent là-dessus, sur la protection des zones de captage d'eau potable. Ça vous paraît excessif, la sortie de tous les pesticides de synthèse? Tous les pesticides, c'est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, nous, on favorise la protection de la santé publique, on favorise l'éducation de la population, et tant qu'on peut protéger au maximum les zones de captage, c'est-à-dire protéger les points qui vont produire votre eau au robinet, on le fait, en sachant que la logique générale, elle est vraiment dans un objectif de réduction de l'exposition des populations. On a vu que dans certaines communes, il y avait moins de contrôle, que certains métabolites n'étaient pas testés, notamment des communes rurales. Il y a quoi? C'est du deux poids deux mesures? La ruralité, on s'en fout, comme nous dit une de nos intervenantes? Pas du tout, la ruralité est très importante. Et d'ailleurs, vous avez noté qu'on choisit les pesticides par région en fonction des usages. Donc chaque région s'adapte aux usages et évidemment est très attentive aux territoires ruraux. Mais moins il y a d'habitants, moins il y a de débit d'eau et moins en contrôle, c'est ça? Effectivement, la contrainte sur des petites communes, elle est moindre parce qu'on ne peut pas leur demander de faire des prélèvements tout le temps, parce qu'on voit bien aussi que c'est lourd. Oui, mais peu d'habitants qui boivent une eau non contrôlée, c'est trop d'habitants. Alors, elle est quand même contrôlée à des rythmes réguliers, mais là aussi, on est très attentif à la protection des points de captage, et c'est ça le plus important, c'est de dire aux habitants des zones rurales qu'ils doivent être très attentifs à leur zone de captage. Vous allez maintenant contrôler les points de captage dans lesquels on a trouvé des dépassements ignorés par les autorités de santé? Je m'assurerai effectivement que la gestion territoriale est faite, mais j'en suis persuadé parce que les maires, on le voit, sont évidemment très très préoccupés, la population évidemment. Donc on est toujours en soutien de l'ensemble des acteurs pour protéger la population. Merci beaucoup, Jérôme Salomon. Peut-être une dernière petite question. Vous ne pouvez pas vous interviewer sans vous poser une petite question sur le Covid. Ça y est, on est parti pour la 8e vague? Oui, il y a objectivement une augmentation des cas, notamment chez les jeunes. Et donc, les Français ont parfaitement compris quelles étaient les réponses à cette réascension des cas de Covid. C'est reprendre nos gestes barrières qu'on connaît parfaitement. Et pour toutes les personnes qui ont une indication à la vaccination, de faire leur rappel en même temps d'ailleurs que le rappel grippe, puisque ce sont les mêmes personnes âgées et fragiles qui doivent être vaccinées cet automne. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Salomon, d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez vous rendre sur notre site franceinfo.fr. Nos collègues Brice Leborgne et Alexandre Lechenet ont mis en place notamment une base de données, un moteur de recherche qui vous permettra de savoir si votre commune est concernée par ces dépassements en résidus de pesticides. Vous pouvez également lire l'enquête du Monde publiée sur le sujet cette semaine. Merci beaucoup à Hugo Plagnard et Séverine Lebrun à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Nicolas Ferraro à leur réalisation. Excellente soirée sur France 2.